J'aimerais que vous nous parliez un peu quand même de votre rapport, avant ensuite qu'on ait quelques réactions sur le rapport. J'aimerais que vous parliez du rapport parce que logiquement, on est en rupture. Il n'y a pas qu'en politique générale qu'on est en rupture, là aussi on va être en rupture. Quelles sont pour vous les évolutions qui vont s'imposer, puisque vous dites dans votre rapport qu'il faut totalement transformer l'EHPAD, en faire un lieu dans la cité, en faire un lieu complémentaire à d'autres offres, un lieu central, en faire aussi un lieu d'accueil pour les proches. Bref, c'est toute la créativité des EHPAD, nous qu'on constate depuis des années, que vous synthétisez, que vous avez envie de reformuler en termes de projet politique, c'est-à-dire les EHPAD au cœur de la cité. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit, là où je suis en Normandie, j'ai comme voisin un EHPAD, c'est-à-dire moi je suis président d'un comité d'éthique d'un EHPAD, et au quotidien, et j'espère que vous viendrez à notre grand rendez-vous normand le 21 septembre prochain, au quotidien, on voit des soignants, des militants associatifs, des familles qui cherchent à faire de cette EHPAD le lieu emblématique de la vie de la cité. On a même deux maires, alors c'est à Grainville-la-Couturière et à Fauville, qui en font leur fierté. Et j'ai l'impression que votre rapport, c'est ça. C'est dire nous devrions être, comme société démocratique, fiers des lieux où on accueille nos aînés, qu'ils soient d'ailleurs atteints de maladies à impact cognitif ou non. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rapport. Oui, donc on a fait un certain nombre de constats et pour ce faire, et on était bien d'accord toutes les deux, bien entendu, puisque dans ce rapport, il y a aucune récupération politique. C'est un rapport parlementaire qui vise donc l'intérêt général et uniquement l'intérêt général. Et donc, on a décidé de se déplacer. Et donc, d'habitude, les missions parlementaires se contentent d'auditionner. Et on a voulu dépasser ça. Et on a fait donc des déplacements. On en a fait 21 en France, où on s'est déplacé dans toutes les régions. On a vu du rural, on a vu de l'urbain, des EHPAD rural, des EHPAD urbaines, du privé commercial, du public, d'hospitalier. On a vraiment souhaité avoir quelque chose de très complet en nous disant on va voir trois choses. On va voir, l'organisation du travail et les effectifs, parce qu'on a constaté très tôt que un des premiers problèmes qu'il fallait traiter, qui n'est pas encore traité, mais on ne va pas lâcher ça, c'est le problème des aides-soignants et des infirmières, c'est-à-dire les autres personnels également, c'est très important, mais le taux d'encadrement des personnels infirmiers et aides-soignants, c'est-à-dire ceux qui sont directement au contact des personnes, eh bien ce taux d'encadrement est ridicule. Il est ridicule, on maintient qu'il est ridicule et on maintient qu'il faut l'augmenter. Et ça, on ne lâchera pas, même si c'est pas quelque chose qui préoccupe tout le monde. Nous, on a fait ce diagnostic et nous, on est allé voir ça et on a vérifié ça. On a vérifié aussi ce qu'apportait la télémédecine. Vous savez que maintenant, la télémédecine est passée dans le droit commun. Pendant des années, ça a été de l'expérimentation. On est allé voir ce qu'était la télémédecine. Mais on est allé voir aussi des établissements où il y avait des méthodes alternatives, justement. Et là, on a vu des choses tout à fait significatives. Je ne citerai pas parce qu'on ne fait pas de publicité, mais en tout cas des choses qui marchent. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc, et on a vu ce qui était proposé dans de nouveaux modèles d'EHPAD. Et c'est ce qui nous a, enfin personnellement, mais Caroline aussi, complètement intéressés, surtout qu'on a fait la comparaison avec le Danemark et les Pays-Bas, où nous nous sommes déplacés pour voir comment était prise en charge la dépendance dans ces pays-là, même si sur le plan politique, même si sur le plan, on ne peut pas comparer forcément un pays qui a 5 millions d'habitants et le nôtre, mais on pense toujours en France qu'on peut être les meilleurs dans la santé en particulier ou dans d'autres domaines. Et bien là, on a bien vu que sur le plan de la prise en charge du grand âge, on avait à apprendre d'eux d'une manière claire. Donc dans notre rapport, au-delà de ce qu'on a préconisé sur
l'équipement en personnel, c'est-à-dire l'encadrement en personnel et en particulier des catégories dont je vous ai parlé, on s'est projeté sur ce que pourrait être l'EHPAD de demain. Encore une fois, avec la préoccupation de dire il faut qu'on arrive à obtenir un choix pour les personnes qui ne soit pas dicté par leur État, forcément, et qui ne soit pas dicté aussi par des problèmes financiers, puisque c'est ce qui, aujourd'hui, fait que les gens choisissent ou pas d'aller en EHPAD. Certains restent à domicile dans des conditions qui ne sont pas bonnes non plus. Il ne faut pas idéaliser complètement le domicile, mais il faut arriver à pouvoir donner le choix. Donc ces EHPAD, ce modèle d'EHPAD, c'est quoi? D'abord, ce n'est pas l'enfermement. Ce n'est pas l'EHPAD porte fermée, avec très peu de relations vers l'extérieur, sauf des médecins généralistes qui viennent quand ils peuvent et quand ils sont là. C'est pas ça l'EHPAD de demain, c'est un EHPAD qui est complètement ouvert, mais qui est ouvert dans les deux sens. C'est-à-dire un EHPAD qui peut en effet recevoir des personnes, y compris d'une manière temporaire, quand elles en ont besoin, et surtout quand il faut soulager les aidants, ou les aidants dont les aidants peuvent venir, y compris dans ces EHPAD, pour pouvoir avoir eux aussi un moment de répit, et puis avoir aussi cette vie sociale qui est nécessaire et qui, encore une fois, et sans faire, si vous voulez, sans montrer des boucs émissaires. Aujourd'hui, dans un EHPAD, même avec des efforts très importants des personnels, on n'a réellement pas l'impression qu'on est dans un lieu de vie, même s'il y a des animations, même si finalement des efforts sont faits. Mais non, la vie, elle est aussi à l'extérieur. Et il faut que l'extérieur puisse venir dans ces EHPAD, mais que ces EHPAD puissent sortir à l'extérieur. Et donc, moi, j'ai été vraiment très, très choquée. Et je sais que pour le moment, c'est le modèle qui domine en France. C'est ces unités fermées concernant les malades qui présentent des troubles du comportement et des Alzheimer. J'ai été, moi, personnellement, très choquée de ça et je pense que c'est normal et légitime. Et donc, quand on a vu au Danemark comment c'était pris en charge, y compris par la société. Vous savez, chez nous, quand on dit démence, tout de suite, vous avez des réactions de peur, des réactions qui font que finalement, on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Alors que, par exemple, au Danemark, il y a même des livrets qui sont faits à destination des enfants pour dire, voilà, papy ou mamie, comment ils peuvent devenir et voilà comment vous devez agir avec eux. En France, c'est quelque chose qui est même pas entendu aujourd'hui, et même pas entendu par les pouvoirs publics. Parce que quand on a proposé, ce dont moi je n'étais pas convaincue au départ, Caroline l'était, moi je n'étais pas du tout, tant que je ne l'ai pas vu, parce que je suis un peu comme ça. Et quand on a vu au Danemark, aux Pays-Bas, ce qu'étaient ces villages dits villages Alzheimer, déjà nous ça nous choque qu'on puisse dire, tiens, il y a des villages Alzheimer. Eh bien oui, il y a des villages Alzheimer et on est allé les voir et on ne nous a pas montré que ce qu'on voulait nous montrer. Ce sera peut-être long de vous décrire ça, mais je pense que vous aurez l'occasion en effet d'en discuter, de voir. Mais là, vous avez en effet des personnes qui ont des troubles du comportement et quand on les rencontre, quand on parle avec elles, eh bien, ça, si vous voulez, on n'a pas l'impression que... ils sont guéris, mais on a l'impression que les contacts se font très facilement et que eux, ils ont une possibilité de sortir de leur appartement, puisque c'est des appartements. C'est pas comme nous, c'est pas des chambres comme nous, même si c'est des chambres 4 étoiles ou 5 étoiles, ce ne sont pas des chambres, ce sont des petits appartements de 6 personnes au maximum, et avec des possibilités d'aller faire leurs courses au supermarché qui est à l'intérieur de ce village. Évidemment, le taux d'encadrement des personnels est le double, plus du double de chez nous, parce que ça compte aussi. Mais ils ont un accompagnement qui fait que, ils sont, je ne dirais pas qu'ils ont la possibilité
d'être dehors. En tout cas, ils sont dehors de leur appartement et ils sont sur une surface qui n'a rien à voir, mais strictement rien, avec nos EHPAD aujourd'hui. Donc, on est sur un modèle complètement différent. Quand on en a parlé à la ministre, elle nous a dit oui, mais je ne sais pas si sur le plan sociologique, les gens sont prêts en France à accepter ce genre de choses. Eh bien, on a répondu, on va le leur demander. Et on va leur montrer, on va leur demander. C'est eux qui doivent décider. Voilà. Donc, vous dire que l'EHPAD de demain, eh bien, c'est en fait des personnes à domicile qui peuvent venir à l'EHPAD, profiter d'animation, profiter du coiffeur, profiter d'une salle de sport. Et puis, c'est des gens, des personnes des EHPAD qu'on accompagne à l'extérieur. Et donc, c'est ce mouvement qui représente quelque chose qui est la vie, en fait. Et à notre avis, c'est ce qu'il faut promouvoir. Merci. Alors, j'ai donné la parole à Caroline Fiat avant qu'on ouvre ensuite le débat pour qu'elle nous dise les mesures. Je ne parle pas des 60 TPS pour 100 personnes, les mesures qui lui semblent les plus justifiées, les plus urgentes. Juste une parenthèse par rapport à ce que vient de dire Monique Iborra. Notre université d'été, la prochaine, on l'a fait. Donc je suis sûr que vous viendrez en voisine. Mais figurez-vous qu'au tout début, l'équipe, on avait décidé d'aller à côté de Mont-de-Marsan, puisque vous avez le village Alzheimer. Il a un retard d'1 an. Et c'est vrai qu'on a eu une grande réflexion, nous, éthique, au départ. On a regardé ce qui se passait aux Pays-Bas. On a regardé aussi qu'au Canada, dans différents pays, maintenant, on reprend cette notion. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre rapport, et probablement que vous aurez quelque chose à dire en tant qu'élu responsable dans le 4e arrondissement des personnes âgées, c'est l'ouverture de la cité. Quand on regarde des expériences comme celle qu'on a fait venir à Paris et sur lesquelles on a fait une publication, je pourrais vous l'adresser, notamment des amis, des villes amies, des personnes atteintes de démence. Alors effectivement, le terme est un peu péjoratif en langue française, mais ce qui se passe par exemple à Anvers, en Suisse, on voit comment sans avoir des lieux spécifiques, la ville, les magasins, les commerçants, la cité en général peut s'ouvrir à cette population qui a sa place et pour vivre finalement au-delà de la maladie comme membre de la cité reconnue à part entière. Alors, Caroline Fiat, les mesures qui vous semblent, vous qui êtes une personne très engagée, on peut dire, politiquement, en plus avec toute la fibre du professionnel qui pendant des années a appelé la conscience publique par rapport à ces questions et qui aujourd'hui commence à avoir un petit peu quelques ouvertures, quelles seraient les mesures pour vous urgentes? Demain, vous êtes avec le président de la République qui est un grand philosophe et qui doit être passionné par ces questions puisque Ricoeur était très attentif à toutes ces questions des vulnérabilités. Le vieillissement a fait partie aussi de sa réflexion. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelles sont les propositions urgentes? Tout simplement, je lui offrirai gentiment le rapport. Après, vraiment, quand on va dans d'autres pays, et moi je l'avais fait avant d'être parlementaire, c'est ce qu'on parlait, c'est ce côté sociétal. C'est se dire qu'à un moment donné, quand moi je sais que je choquais souvent dans les repas de famille quand on est soignant en EHPAD et on a une vision de la mort totalement différente. Mais après, ça reste en France un sujet très tabou, sauf qu'il n'y a que les personnes non concernées qui n'ont pas envie d'en parler. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'en étant soignant, toutes les personnes qui rentrent en EHPAD savaient très bien que c'était leur dernière demeure et qu'elles venaient mourir. Et autant soit le mieux possible. Et on est dans un pays où c'est flagrant par certains exemples où la plupart des EHPAD en France sont en sortie de ville. On les cache. Il ne faudrait pas les mettre au milieu que tout le monde les voit. Donc je pense qu'il y a tout un travail de se dire c'est pas grave, la mort est naturelle, on espère tous vieillir, parce que si on vieillit pas, ça veut dire qu'on est mort jeune et ça, on est très peu à en avoir envie, et qu'on peut avoir des démences. Et surtout, le plus important, c'est qu'est-ce que je souhaite pour moi ?
qu'est-ce que je souhaite pour moi demain quand je serai âgée, ou qu'est-ce que je souhaite pour mes parents. Et moi, je suis d'une famille où voilà, les sujets tabous, faudrait pas que ça nous porte malheur, où il y avait une grande discussion sur le don d'organes, où j'avais dit la soignante, mais il suffit de dire, vous êtes pour, vous êtes contre, mais il suffit de le dire. C'est aussi simple que ça. Et où il y a ce réflexe très français où on se dit, ah là là, si je vais le dire, il va m'arriver quelque chose. Bon, j'attends un petit peu, je ferai ça plus tard parce que... Et non, c'est pas parce qu'on remplit ces directives anticipées ou qu'on décide ce qu'on souhaite lors de nos dernières heures que ça va, c'est le chat noir qui passe. Donc vraiment, il y a toute une éducation au niveau de la société à refaire. Et on a vu des exemples en France, et moi je trouve que ce sont des très beaux exemples. Vive les crèches et le partage des cantines dans les EHPAD, quoi. Parce que les enfants qui courent dans les EHPAD, ça donne le sourire aux personnes âgées. Et j'étais la première à avoir des doutes en tant que soignante, en me disant oh là là, des cris d'enfants, ça va me les énerver. Mais non, ça donne le sourire, ça donne la pêche, c'est la vraie vie. Et donc voilà, je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus. Et accessoirement, on parle souvent de prévention, de communication. Et c'est vrai que s'il y avait plus de soignants pour pouvoir en parler avec les familles aussi, et pouvoir sortir avec les résidents. On a vu une belle balade en bateau, mais j'aurais rêvé d'avoir le temps en moyen et en heure de pouvoir le faire. Bah, si on se donne les moyens, et surtout enlever cette faculté taboue de se dire vieillir c'est dangereux, c'est moche ou je ne sais quoi. C'est très beau de vieillir parce que, je le rappelle, on espère tous mourir le plus vieux possible.